Merci beaucoup. Merci en fait de me réaccueillir. Alors la première question, c'est la suivante. On a eu en fait, suite à l'élection de Trump, une période quasi ininterrompue de hausse des marchés financiers. Celle-ci s'est arrêtée courant février avec un crack relativement important, une baisse de 10% entre les plus hauts et les plus bas. Est-ce que d'après vous, cette baisse soudaine et violente de février pour les marchés actions était simplement un accident ou au contraire les prémices d'une baisse un peu plus durable pour les marchés actions? Alors la question de fond par rapport à ça, c'est, en tout cas, quand j'entends crack déjà, je pense qu'il faut faire attention parce que souvent dans le monde des investisseurs, on a une mémoire assez limitée. Voilà, dans le sens où vous avez bien fait en fait d'évoquer le mouvement qui a précédé en fait pas ce crack, cette respiration un peu brutale, un peu violente, qui s'est fait vite d'une dizaine de pourcents, mais en réalité qui succède à une période de hausse qui a, je crois, de mémoire, atteint 45% en ligne droite, 45% de hausse en ligne droite aux États-Unis. C'est les indices américains qui sont les moteurs sur les marchés financiers, notamment les marchés actions. En 45% en ligne droite entre juin 2016 et février 2018. Non-stop, sans aucune respiration d'au moins 5%. Donc, cette baisse de 10%, elle peut être surprenante, simplement parce qu'on n'en a plus l'habitude, mais est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? C'est ce qu'il faut. Et s'ils montent jusqu'au ciel, le font-ils en ligne droite? Donc, concrètement, pour l'instant, il faut faire attention. Certes, c'est brutal, certes, c'est nouveau, mais 10% de baisse après 45% de hausse, ça vous laisse encore 35% de hausse par rapport au point initial. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, premièrement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, vous allez me dire, les marchés actions européens, bon an, mal an, en euros, les marchés actions, ils ont fait à peu près tous la même chose durant cette période d'un an et demi. Par contre, ça nous démontre quelque chose. Aujourd'hui, peut-être si vous suivez dans les médias, on vous dit que les actifs risqués, les actions sont chères. Elles sont chères par rapport au niveau historique. Qu'est-ce que ça veut dire, cher, lorsqu'on parle des actions? C'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à les acheter à un grand nombre d'années de bénéfices. Aujourd'hui, par exemple, quand on achète une entreprise du CAC 40, on est prêt à l'acheter 18 années de bénéfices. Historiquement, on tourne plutôt autour de 14. Quand je dis historiquement, c'est sur très très longue période. Depuis 1980. Si vous allez aux États-Unis, depuis 1925, on paye en général les entreprises autour de 14 à 15 années de bénéfices. Aujourd'hui, aux États-Unis, on les paye entre 18 et 20, et chez nous, on les paye autour de 16, 17, 18. Vous voyez, donc c'est vrai que les marchés sont chers. Donc ça, c'est indéniable. Mais ça ne vous dit rien en termes du moment où, c'est pas parce qu'en fait les marchés sont chers qu'ils vont avoir tendance à beaucoup baisser. En fait, ça vous dit une seule chose, c'est le jour où ils baisseront fortement. Donc c'est une forme, cette cherté-là, c'est une forme d'altitude à laquelle se trouvent les marchés aujourd'hui, les actions, les actifs risqués, parce qu'ils ont beaucoup monté, donc ils sont hauts. Si ça se retourne, ça baissera fortement, mais ça ne vous dit rien quant au moment où, en gros, il faudra véritablement sortir des marchés. Donc, si, bien sûr. Alors, si. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire une plus-value. Donc, madame nous dit, mais on ne fait pas de plus-value si on les paye cher. Alors, c'est sûr que c'est mieux de les acheter 10 années de bénéfices, sauf qu'il n'y en a pas. Et non, vous continuez à faire des plus-values, puisque, en gros, ces nombres d'années de bénéfices, vous allez faire quoi comme plus-value? La progression des profits. Si l'entreprise est à capacité à continuer à faire des profits, et aujourd'hui, c'est le sujet qui va me permettre de répondre à votre question. Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est accidentel? Ou est-ce que c'est structurel? Est-ce qu'on change de paradigme? Est-ce que tout ce qu'on a vécu au cours des dernières années, en fait, n'est plus valable? Et un des éléments de réponse, c'est justement qu'une action, ça valorise une entreprise. Et pour véritablement changer de paradigme, il faudrait que nos entreprises affichent des difficultés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La progression des profits en Europe l'année dernière, c'est plus 15%. Les taux de marge des entreprises européennes aujourd'hui ont retrouvé leur niveau en fait de 2006-2007, qui étaient des niveaux des plus hauts historiques. C'est ça aujourd'hui la santé des entreprises européennes et américaines. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas oublier que les marchés actions, ça valorise des entreprises et leur capacité à continuer à créer de la richesse. Et même si elles sont chères, ces entreprises, alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi en fait on peut expliquer d'ailleurs pour des raisons structurelles cette cherté. Mais concrètement aujourd'hui, les fondamentaux, les entreprises sont suffisamment en forme pour considérer cet événement-là comme un accident. Alors du coup, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la cherté de ces entreprises? Pourquoi est-ce qu'on les paye 18 fois, 20 fois les bénéfices, alors qu'historiquement, vous l'avez rappelé, on était à 14 fois les bénéfices?
Alors, là, ça c'est une vraie question intéressante. C'est le rapport entre l'offre et la demande, c'est tout simple. Tout simplement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'argent à investir est en quantité gigantesque et ne cesse d'augmenter quotidiennement. Je vais vous dire pour deux raisons. Une raison structurelle, et je l'avais déjà évoqué il y a 2 ans, et une raison conjoncturelle, et c'est ça qui fait aujourd'hui un peu douter les marchés. Donc il y a beaucoup d'argent à investir, il y a beaucoup d'épargne à investir, soit qui vient de vous, parce que vous en avez, soit qui viennent des entreprises parce qu'elles sont en forme, et du coup elles génèrent des profits, ça fait des excédents à investir, soit qui viennent des banques centrales qui ont imprimé beaucoup de billets qu'elles ont injectés en fait dans les marchés. Donc il y a beaucoup d'épargne, c'est-à-dire qu'il faut bien, cette épargne, il faut bien qu'elle soit captée par quelque chose, et donc elle est captée par des actifs financiers dont les actions, donc il y a beaucoup de demandes, et en face, c'est quoi en face? Il faut évaluer en fait l'offre de papier. Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Et aujourd'hui, en réalité, le fait que les marchés montent, les marchés soient chers, c'est tout bête. C'est quelque chose c'est qu'aujourd'hui, le nombre de projets à financer est relativement restreint au niveau mondial. Quand on dit qu'il y a assez peu de projets à financer, ça veut dire que finalement, la propension à aller chercher de l'argent pour les entreprises, voire même pour les États, va être relativement faible. Il y a assez peu de déficit, il y a beaucoup moins de déficit public aujourd'hui dans le monde qu'il y a 7 ou 8 ans. Quand on dit qu'il y a beaucoup moins de déficit public, ça veut dire que finalement, les États ont moins besoin de se financer. Et donc vont aller chercher moins d'argent, donc vont avoir une offre de papier, une offre d'obligation qui va être moins importante. Les entreprises, c'est pareil. Aujourd'hui, en fait, cette profitabilité des entreprises, elle a été faite via quoi au cours des dernières années? Via plus d'investissement, elle a été faite essentiellement via passer à la paille de fer son compte de résultat. En gros, diminuer les charges, faire de la productivité. C'est ça qui a permis en fait la reconstitution des marges américaines, européennes, un peu partout, et qui fait qu'elles sont en très bonne forme. Mais ça coûte rien. Ça, vous n'avez pas besoin d'investir pour le faire. Vous avez besoin de vous restructurer. Et donc, il y a assez peu de projets d'investissement à financer. S'il y a peu de projets d'investissement à financer, grosso modo, il y a une offre de papier, une offre en actifs financiers qui a tendance à être limitée, voire même se restreindre, parce qu'une des tendances, c'est que les entreprises, alors moins européennes, mais surtout américaines, c'est que les entreprises américaines elles-mêmes rachètent leurs titres. Ça veut dire que vous avez un nombre d'actions à disposition en début d'année, et à la fin d'année, vous en avez moins. Vous avez tout de suite compris, hein. Quand il y a peu de projets à financer, peu d'offres de papier, alors qu'il y a une épargne à disposition, un besoin finalement de support pour capter l'épargne et investir très important, et bien ça fait naturellement monter les marchés. C'est tout simple. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez, alors souvent les gens vous disent, par exemple, les actions peuvent pas monter quand les obligations montent ou quand les matières premières montent. Ils vous disent c'est des vases communicants. C'est faux. C'est faux. Tout peut monter en même temps ou tout peut baisser en même temps. Si vous avez un stock d'épargne à disposition, en gros un volume d'argent qui ne cesse de monter, eh bien il va irriguer toutes les classes d'actifs. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit depuis une dizaine d'années. Tout monte. Les obligations sont montées. Alors, les obligations, vous savez ce que c'est? C'est de la dette émise par les États. Quand l'État a un déficit public, on en parle souvent dans les journaux, eh bien, il faut qu'il le finance, il faut qu'il trouve de l'argent. Et donc, grosso modo, elle va émettre une obligation, c'est-à-dire elle va aller demander à vous, particuliers, ou à des investisseurs, de lui prêter de l'argent, contre quoi elle va leur rendre un intérêt. Ça, c'est donc une dette émise par l'État. Et donc, ces obligations-là, en fait, elles sont de plus en plus chères. C'est-à-dire que les intérêts que doivent payer les États, contre quoi, en fait, vous acceptez de leur prêter de l'argent, eh bien, n'ont cessé de diminuer. Ça veut dire que les obligations ont monté, les actions ont monté, les matières premières ont monté, l'immobilier a monté. Qu'est-ce qui a baissé au cours des dernières années? Le taux de livret A. Voilà, l'inflation, mais en termes d'actifs financiers, à rien. Parce qu'on est dans ce mécanisme-là, il faut bien le comprendre. Non, il a monté, il a 1300 et quelques, leur physique. Il a baissé, puis il a remonté. Il n'y a rien qui baisse. Dans ce monde-là, il n'y a rien qui baisse parce qu'il faut bien le comprendre. Alors, deuxième conseil, méfiez-vous des médias. Je suis interviewé très très souvent, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez le couper. En général, parce qu'en fait, ils ne cessent de répéter les mêmes choses et en plus, ils vous diffusent des contre-vérités. Comme quoi, voilà, les obligations. En gros, si les actions montent, les obligations doivent baisser, etc. Comment? Oui, les obligations ne valent rien. On y viendra tout à l'heure. Parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit construire un portefeuille. Du tout même, du tout. Donc, vous l'avez compris, la question fondamentale, si on veut répondre au fait accident ou changement structurel qui doit nous faire véritablement nous réinterroger sur la manière dont on investit, ben pour ça, il faut simplement être en capacité d'évaluer l'évolution de l'épargne à venir, l'argent global à investir.
Donc l'évolution est quand même liée au niveau des taux d'intérêt. Et Oui. on constate depuis quelques mois une hausse des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, des taux d'intérêt à long terme, mais aussi à court terme. On est à plus de 2%, je crois, 2,90 sur 10 ans. Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Est-ce que justement ce phénomène de hausse des taux d'intérêt n'est pas là un prémisse à une baisse future des marchés actions, parce que la période de baisse des taux pendant 30 ans est peut-être aujourd'hui achevée? Alors vous savez, dans notre métier, il y a quelque chose qui c'est assez rigolo parce que les investisseurs sont convaincus par ils adorent dessiner. Ils adorent dessiner. Une manière de dire ça y est, le mouvement est terminé, c'est qu'en fait, vous voyez, ça monte ou ça baisse, et à un moment donné, vous tracez des lignes comme ça. Oui, tout là, ça touche la ligne, donc ça va rebondir dessus. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que cette tendance à dire le grand mouvement de baisse des taux d'intérêt pendant 30 ans est terminé. Concrètement, vous connaissez les arguments? Les arguments, c'est qu'en fait, vous dessinez une ligne comme ça et qu'on atteint un point bas. Voilà, et donc maintenant, vu qu'on a atteint le point bas, on atteint la ligne, ça doit remonter. Bon. Il se trouve que moi, je vais arrêter de dessiner à l'âge de 6-7 ans, voilà, pour aller jouer avec mes petites voitures ou aller faire du sport. Il faut vraiment se méfier des arguments qui vous disent c'est terminé. Pour dire c'est terminé, il faut qu'il y ait un changement structurel. Donc ce changement structurel, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur. Il y a quelque chose qui s'est immiscé dans les marchés qui n'existait pas depuis 6-7 ans. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau cette année qui est une crainte en fait d'une résurgence de l'inflation. L'inflation, donc, c'est tout simplement le fait que les prix augmentent. C'est bien que les prix augmentent, mais il ne faut pas qu'ils augmentent trop vite, et il ne faut pas qu'ils baissent. En gros, le régime d'inflation accepté ou acceptable dans nos économies matures, c'est entre 0 et 2%, entre 1 et 2%. Et l'objectif dans nos pays, c'est à peu près 2%. Ça fait 6-7 ans qu'on n'en a plus d'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, elle est à 1%. Et aujourd'hui, il y a effectivement des craintes qui émergent. Pourquoi? C'est effectivement un débat qu'il faut poser aujourd'hui. Donc, jusqu'à la fin d'année dernière, tout le monde s'en foutait de l'inflation. 1er janvier, ils ont dû boire trop de champagne, en fait, au 31 décembre. Et 1er janvier, voilà, un sujet émerge. La thématique de la déflation, elle a été essorée jusqu'à la fin de l'année dernière. En début d'année, on se dit, tiens, est-ce que l'inflation va revenir? L'inflation va revenir parce qu'on a quelques chiffres aux États-Unis qui sont un peu meilleurs. Et c'est très important d'avoir une réponse à cette question, et donc je vais essayer de vous apporter quelques éléments qui font qu'on est vraiment convaincu que ce n'est qu'un accident et pas un changement de paradigme. Il n'y a pas de risque inflationniste aujourd'hui dans nos pays, que ce soit en Europe et même aux États-Unis. Je vais vous donner 3 raisons structurelles à cela. On vous dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'inflation dans une zone? Vous savez ce qui fait qu'en général il y a de l'inflation, que les prix montent? C'est augmentation des salaires. En fait, c'est ça qu'on veut éviter, augmentation trop forte des salaires, qui fait qu'on rentre dans un cycle où les salaires montent. Du coup, pour compenser les entreprises, si les salaires montent, ont des marges qui baissent, donc elles vont augmenter leur prix de vente. Et vous voyez, donc c'est un cycle, lorsqu'il va trop vite, devient risqué pour l'ensemble de l'économie, parce que s'il y en a un qui déraille, boum, vous tombez en récession brutale. C'est notre histoire des années 70. Donc, les prémices, c'est vraiment, quand on dit qu'il peut y avoir retour de l'inflation, il faut qu'il y ait retour de l'inflation salariale. Et il y a des raisons structurelles au fait que ça n'est pas possible. Premièrement, et la plus importante, je vous en ai parlé il y a 2 ans, le vieillissement des populations. Le vieillissement des populations, c'est naturellement déflationniste. J'en veux pour preuve, regardez le Japon. Le Japon a commencé à vieillir au milieu des années 90. Voilà, milieu des années 90. Depuis, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'inflation. Même il y a plutôt de la déflation, premièrement. Est-ce que vous savez pourquoi le vieillissement a tendance à être plutôt déflationniste au niveau, en tout cas à éviter les pressions sur les salaires? Une idée? Donc c'est moi qui pose la question. La propension à consommer au-delà de 60 ans est plus faible qu'avant. Ouais. Et on est plutôt en déstock, notamment sur la partie immobilière. Alors sur la partie, ça c'est plus à mon sens, la partie financière. Ça, c'est plus sur la partie financière, sur le côté patrimonial. Et c'est vrai que ça a des impacts absolument colossaux. Mais sur la partie inflation salariale, c'est tout bête. Voilà. Non, mais quand vous sortez du marché du travail, il y a quoi comme constante dans nos pays? C'est qu'en fait, il y a une linéarité du salaire versus son âge. Plus on avance, plus on coûte cher. C'est comme ça. Moi, je demande valeur. Et vous sortez en fait du marché du travail, vous avez beaucoup de gens qui sortent du marché du travail et qui sont remplacés par des gens qui sont plus jeunes avec des salaires qui sont plus bas. Et donc, mécaniquement, en fait, vous avez salaire élevé versus remplacé par des salaires, ce qui fait que collectivement, globalement, vous avez tendance à avoir une absence d'inflation salariale automatique, premièrement. Deuxièmement, numérique. C'est quoi le numérique?
Normalement, le prix il augmente quand il y a moins de concurrence, quand le rapport de force il est plus en faveur du producteur versus le consommateur. Sauf que le numérique, il fait quoi concrètement? Il permet de faire quoi? Il fait tomber des barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être très gros, il fallait investir très très lourdement pour pouvoir fournir soit un produit, soit un service. Grâce au numérique, on peut le faire avec des prix qui sont beaucoup plus abordables. Le fait de pouvoir le faire à des prix beaucoup plus abordables fait que vous pouvez... En fait, c'est qu'il y a plus d'acteurs, et donc s'il y a plus d'acteurs, il y a plus de concurrence. Et s'il y a plus de concurrence, ben, concrètement, il n'y a pas d'augmentation en fait du prix associé. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que nous avons changé. Il faut faire attention là aussi dans les médias. Quand on vous dit il y a de l'inflation aux États-Unis dans les salaires, on vous montre qui? Les gars qui bossent dans la Silicon Valley. C'est super. Et là, il y a de l'inflation salariale. Les ingénieurs, ils coûtent de plus en plus cher. Mais c'est quoi l'économie américaine? C'est les ingénieurs qui bossent dans la Silicon Valley. 80% de l'économie américaine, c'est du service. 80% des emplois, ce sont des emplois de service. On n'est pas très éloigné chez nous. Hein. Donc on doit être à 75 aujourd'hui. Nous avons changé. Nous sommes des économies de services, et notamment de services relativement bas de gamme, en tout cas qui embauchent des gens qui sont assez peu qualifiés. Et dans ce type de travaux, il n'y a absolument aucun rapport de force en faveur du salarié. C'est des petits boulots. Une très grosse proportion des boulots qui ont été créés depuis une dizaine d'années aux États-Unis, c'est des postes de serveurs dans des hôtels ou autres. Et là, dans ces domaines-là, il n'y a absolument aucune chance pour qu'il y ait de l'inflation salariale. Donc vous comprenez, je me méfie beaucoup. C'est pas parce qu'en fait un mouvement se dessine pendant longtemps qu'il va s'arrêter naturellement. Il faut pour ça qu'il y ait des raisons structurelles au fait que ça change. Et c'est la raison pour laquelle ces chiffres un peu plus forts qu'on voit naître, notamment aux États-Unis, d'inflation, pour nous ne sont que de nature conjoncturelle et pas structurelle. Et donc ça doit vous détendre. Ça doit vous détendre parce que si on dit qu'il n'y a pas d'inflation, en réalité il n'y a pas de risque de hausse des taux d'intérêt. Il n'y a pas de risque de hausse des taux d'intérêt. S'il n'y a pas de risque de hausse des taux d'intérêt, concrètement, les conditions de financement vont rester favorables, que ce soit aux États-Unis et encore plus en Europe, dans les mois à venir. Et si c'est le cas, c'est bon pour l'économie, parce qu'en gros, ça veut dire que le crédit va rester pas cher, donc les ménages vont pouvoir continuer à consommer un peu à crédit, mais bon, vont pouvoir continuer à consommer, les entreprises vont pouvoir continuer à investir, et vous allez pouvoir continuer à investir notamment dans l'immobilier, et donc ce qui fait qu'il n'y a pas de changement structurel quant aux conditions de financement, et ça c'est un facteur favorable pour entretenir la dynamique économique qui se dessine depuis quelques mois. Donc ça c'est un facteur véritablement primordial. Donc les taux d'intérêt, vu qu'on ne croit pas à la résurgence fondamentale de l'inflation, devraient rester bas pendant longtemps. Malgré tout, la... Pardon ? Alors les matières premières, c'est pas ce qu'on regarde. En fait, dans les chiffres qui vont déterminer... Alors quand j'ai parlé des taux d'intérêt, derrière, en fait, la question qui se pose, c'est du coup, vous savez, nos économies, elles sont pilotées par notre gouvernement et notre banque centrale, par les deux. Ce qui fait une économie, qu'elle avance ou elle recule, c'est une politique budgétaire et une politique monétaire, les deux en même temps. Et la Banque centrale américaine, justement, a prévu 3-4 hausses de taux cette année. Oui, mais il n'y a pas de risque de hausse des taux d'intérêt, pourtant la Banque centrale va les augmenter. De taux longs, de taux courts, pardon, elle va augmenter ses taux courts. Les taux longs, c'est des taux de marché. Et donc, c'est l'économie réelle qui dira s'ils montent ou ils ne montent pas. Et aujourd'hui, ils ont un peu monté. On est passé de 2,5 à 2,9. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, si vous souscrivez à ce que je viens de dire là, il n'y a pas de raison pour que les taux longs aillent beaucoup au-delà de ces niveaux-là. Si c'est le cas, là, je vous le dis très franchement, vous partez en courant. Si, là, ce qu'on dit là, si nous avons tort, collectivement, et vous souscrivez à ce que je viens de dire, ça veut dire que les taux d'intérêt vont monter bien plus fort que leur niveau actuel. Et ça change tout. Si les taux montent, c'est-à-dire que les obligations baissent, et les actions ne monteront pas. Les actions baisseront, et grosso modo, tout ça provoquera un ralentissement économique assez fort dans à peu près tous les pays du monde, et ça, c'est pas bon pour les actifs risqués. Et donc là, il faut prendre moins de risques, beaucoup moins de risques, et avoir des stratégies beaucoup plus défensives. Oui, donc faut vraiment se positionner, parce que là, vous êtes sur un mouvement charnière qui fait que si les questionnements des investisseurs depuis le début du mois de janvier sont réels, voilà, ou ont des fondements réels, concrètement, il faut vraiment changer son fusil d'épaule par rapport à tout ce que vous avez fait au cours des 6-7 dernières années. Mais nous n'y souscrivons pas. À ce moment-là, par contre, les banques centrales pourraient intervenir de nouveau pour faire pression sur les taux à long terme. Oui.
Oui, mais bon, ça revient au même. Donc concrètement, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est un accident, les gens prennent conscience qu'ils se sont fait peur pour rien, et donc on revient dans une dynamique où il y a beaucoup d'épargne, il y a assez peu de projets à financer, et donc ça reflète tous les prix des actifs. Voilà. Soit c'est pas le cas, les taux montent, ok, mais les banques centrales vont se mettre en face, mais avant vous tomberez en récession. Donc c'est la question du chemin en fait qui fait que, dans ces cas-là, avant de revenir sur les marchés, sur les actifs financiers risqués, il vaut mieux patienter et que laisser en fait le couteau tomber, le ramasser et ensuite derrière pouvoir en profiter. Donc ça c'est vraiment la clé. Oui. Alors je vais répondre après sur les matières premières. Le taux, ça dépend. C'est pas homogène. Nous sommes aujourd'hui, passé 65 ans, il va diminuer. Tout simplement parce que les revenus diminuent. Et donc vous allez commencer en fait à liquider une partie du patrimoine accumulé pour maintenir votre niveau de vie. C'est classique. Mais attention, nous ne sommes pas dans un moment de notre vieillissement qui est celui des plus de 65 ans. Nous sommes encore dans ce mouvement qui est celui des 55-65 ans. Donc là aujourd'hui, l'épargne elle a plutôt tendance à augmenter, tout simplement parce qu'entre 55 et 65 ans, vous avez toujours des niveaux de revenus élevés, mais votre comportement va plutôt favoriser l'épargne versus la consommation. Alors que c'est l'inverse entre 45 et 55 ans. Donc, vous gagnez toujours autant d'argent, mais vous consommez moins, vous épargnez plus. C'est excellent pour les marchés financiers. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a peu de croissance, puisque vous consommez moins, Si vous consommez moins, il y a moins de richesse créée, et une dynamique économique qui est un peu moins forte. S'il y a une dynamique moins forte, il y a moins de projets d'investissement à financer. Donc, l'offre de papier est limitée. Vous me dites si vous me suivez, l'offre de papier est limitée. Alors qu'il y a plus d'épargne, et donc l'épargne à investir est plus forte. Mécaniquement, ça fait remonter tout. Ça s'arrête dans 4-5 ans. Et là, vous passez après derrière dans l'autre moment, qui est celui où des plus de 65 ans, où là, pour le coup, l'épargne diminue. Donc, vous n'avez pas plus de dynamique économique, il n'y a pas plus de consommation, mais là, vous aurez une dynamique en fait d'épargne à investir qui va être moins forte. Et vous rentrerez dans des marchés qui seront plus compliqués. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la construction d'un portefeuille, c'est pas ce qu'il faut mettre, c'est pas le quoi qui est important, c'est le quand. C'est ça qui est fondamental. Dans nos métiers, vous finissez toujours par avoir raison. C'est pas ce que je dis qui est intéressant. C'est en fait les moments, hein, c'est le quand qui compte, c'est de dire quand est-ce qu'il est temps de changer son fusil d'épaule et d'adapter en fait son portefeuille à un nouvel environnement. Et pour ça, il faut qu'il y ait des changements structurels. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce matin, c'est que ces changements structurels que les gens évoquent, on sait qu'ils arriveront, mais ils ne sont pas encore là. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est plus sur de l'accidentel et on reste sur des allocations qui sont assez agressives. Donc, justement, en parlant d'allocation, si je vous suis, les actions sont toujours intéressantes à détenir. Et également, si j'ai bien compris, les obligations, puisque vous ne craignez pas une très forte hausse des taux d'intérêt. Non. Ce qui signifie que les obligations, normalement, devraient pas trop mal se comporter. C'est ça. Donc, en gros, il faut avoir des allocations et des portefeuilles qui soient ce que je vais appeler agressifs. Donc, qui jouent plutôt la poursuite de la reflation des actifs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi sur les obligations, par exemple. Les obligations, vous allez me dire, mais ça rapporte rien. Ça rapporte rien. C'est vrai que ça rapporte pas beaucoup. Mais pourquoi il faut quand même en avoir en portefeuille? Ça remplit quel rôle, en fait, une obligation? Vous savez ce que vous mettez et vous savez ce que vous allez toucher. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'en fait, vous en êtes dans la préservation optimale du capital accumulé. Préservation du capital, c'est assuré, parce que c'est quand même un État qui émet en fait la dette. Après, si vous voulez, vous pourrez répondre à la question, vous pourrez me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment sûr, en fait, un État qui émet de la dette? Si vous me la posez, j'y répondrai. Mais concrètement, vous savez ce que vous mettez, vous prêtez de l'argent, et contre quoi on vous rémunère un taux d'intérêt. C'est de la préservation optimale du capital. Ça remplit donc un rôle en termes de patrimoine. C'est important. Est-ce que 2% de rémunération, c'est le taux d'intérêt, par exemple, de l'Italie aujourd'hui? Ou est-ce que le 3% aux États-Unis, c'est une belle préservation optimale du capital? La réponse, dans le monde dans lequel on vit sans inflation, c'est oui. Parce que ce qui compte, c'est le taux réel. C'est-à-dire que si on vous donne 2, mais qu'il y a 0,5 d'inflation, ça vous fait de 1,5 de rendement net. Vous voyez, à l'époque où les taux étaient à 4, si vous avez une inflation à 2,5, ça vous fait du 1,5 de rendement net. En France, aujourd'hui, on n'est pas très cher. En France, les taux à 10 ans sont 0,7-0,8%. C'est comme le livret A.
Alors d'après vous, pourquoi les taux sont si bas? Oui, les États remboursent toujours leurs dettes. Un État ne fait défaut lorsqu'il est mature, lorsqu'il a une histoire, ne fait défaut que s'il le décide. Hein, nous ne sommes pas l'Argentine. Tous les gens qui vous disent qu'il y a un risque de dette publique ou d'explosion de la dette publique, enfin en tout cas une crise de dette publique qui ferait que nos États feraient défaut, c'est faux. C'est faux. Pas. Elle n'était pas adaptée. Elle n'était pas adaptée. Ouais, ça ne lui a pas apporté chance, hein, donc elle n'était pas adaptée. Parce que vous avez raison. En fait, l'obligation d'État, on dit dans nos métiers que l'obligation d'État, c'est l'actif sans risque. C'est pas vrai. Il y a toujours un risque associé à un investissement. Mais c'est l'actif par construction qui est le moins risqué dans une zone. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le législateur, c'est celui qui fixe les règles. Un État en difficulté, vous ne pouvez pas imaginer que dans un État en difficulté, les agents privés, que sont les ménages ou les entreprises, soient en forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État est en difficulté, il peut très bien décider de changer les règles du jeu. Et on le voit régulièrement, et c'est peut-être un des risques principaux en réalité qui vient, c'est un risque plus réglementaire, un risque où le législateur prendrait une décision inadaptée en fait à ce que nous sommes. Voilà, donc, mais c'est bien ça en fait le risque principal. Mais l'État, s'il change les règles du jeu et dit je vais régler mon problème en mettant la tête sous l'eau des agents privés, il peut le faire. C'est pour ça que par construction, le risque associé à un acteur privé, à une émission par un acteur privé, par une entreprise privée, que ce soit une obligation ou une action, est forcément plus risqué que l'obligation de l'État dans lequel elle se trouve. Parce que l'État reste, par construction, hein, il faut toujours le garder en tête, celui qui fixe les règles du jeu, et il peut, c'est le seul à pouvoir les modifier sans aller en prison. Donc il faut bien le garder en tête. Donc les obligations, oui, c'est un fonds de portefeuille, et il faut en tout cas pas, il ne faut pas y aller fortement, mais il ne faut pas craindre ce que vous pouvez lire parfois dans les médias, un crack obligataire qui ferait que les obligations que vous avez en portefeuille, les taux montent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez acheté des obligations avant que les taux montent, vos obligations en fait voient leur prix s'effondrer. Et donc vous perdez de l'argent parce qu'elles sont moins bien valorisées. Je ne rentre pas dans le détail. Voilà, mais donc il ne faut pas craindre un crack obligataire. À chaque fois que les taux remonteront, il faut en profiter pour racheter des obligations parce qu'il est probable qu'ensuite en fait ils rebaissent. Sur les actions, tant qu'on est dans une mécanique où il y a beaucoup d'argent à investir, vous avez une dynamique économique qui est là. Macron, d'ailleurs, n'en est pas complètement, a une forme de responsabilité dans cette bonne dynamique européenne aujourd'hui et française en premier lieu. On verra combien de temps ça dure, mais ça, c'est une bonne chose en tout cas pour l'économie française. Les entreprises sont en forme. Les taux de marge, en fait, sont à des niveaux qui sont assez élevés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, quand on achète une action, on achète d'abord une entreprise et sa capacité à créer de la valeur. Pour l'instant, elles le font. Et en plus, les conditions de financement devraient rester favorables. Ça, concrètement, ça s'appelle un alignement des planètes. Si les actions doivent monter, elles doivent monter maintenant. Tout simplement parce qu'on a cette conjonction de facteurs qui font que... Alors, dans ce cadre-là, vous m'avez posé la question tout à l'heure d'allocation et puis de la géographie. Clairement, on préfère l'Europe aux États-Unis. Tout simplement parce que les marchés actions américains sont plus chers, que l'économie américaine, elle a commencé son cycle depuis plus longtemps, depuis bien plus longtemps, que nous. Nous, on est juste en début de notre rattrapage, alors qu'eux sont beaucoup plus avancés. Et donc, clairement, on va aimer l'Europe. On va arrêter de se flageller. On va dire que les actifs dans lesquels il faut investir, c'est d'abord les actifs européens. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, concrètement, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Donc c'est le message principal. J'évoquerai juste une chose, peut-être, c'est le risque, quand même. Il y a un risque dans tout ça. Il y a un risque qui fait que l'Europe n'ait pas de chance. Ça peut arriver. Quand on crée une boîte, on crée les conditions de son succès, on essaye de créer les conditions de son succès, mais il faut avoir conscience qu'il faut une dose de chance pour y arriver. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'Europe est vertueuse. Il y a peu de déficit public en Europe, il y a des excédents courants, une dynamique économique favorable, des entreprises qui se portent bien, des conditions de financement qui sont bien orientées. Vous allez me dire, voilà, quoi d'autre? C'est parfait. Oui, mais l'Europe, elle n'est pas seule dans le monde. Et donc, aujourd'hui, les risques, ils sont moins en Europe qu'à l'extérieur. Et donc, vous avez des risques politiques qui ont commencé à émerger et qu'il faudra véritablement suivre de près pour savoir si l'Europe peut exprimer son potentiel ou si malheureusement son potentiel ou cette expression de potentiel, elle est annihilée par les risques en provenance des autres zones. Je pense bien entendu aux tentations protectionnistes, notamment de Donald Trump d'un côté, et aux réponses potentielles. Alors si c'est le Canada ou le Mexique, on s'en fiche, concrètement.
Les taxes douanières pour le Canada, le Mexique, ça n'a pas d'importance. C'est de la posture politique. Si véritablement on rentre dans une guerre ouverte versus l'autre grande monde de l'autre côté du globe qui s'appelle la Chine, là, il y a une prime de risque, mais générale, qui ne sera pas européenne, qui va être défavorable aux actifs risqués, et donc aux classes actions en général. Donc il va falloir le regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ça s'appelle des marchés politiques. C'est super difficile, parce que malheureusement, ça veut dire que le marché va aller dans une direction ou dans l'autre en fonction d'une décision. Une décision qui peut être rationnelle ou pas. Et donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, il faut suivre en fait ce genre d'événements et d'évolution d'événements avec beaucoup d'attention. Et au sein même de l'Europe, vous n'avez pas parlé d'Italie, la situation politique en Italie. C'est vrai que les dernières élections n'ont pas du tout fait réagir les marchés financiers. On a combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Alors ça, c'est un magnifique sujet qui n'est pas qu'un sujet financier, qui est un sujet économique, qui est un sujet politique, et qui, bien sûr, aura des conséquences financières. Là, vous parlez du risque politique en Europe. Vous savez, les marchés européens ont été pénalisés par ça pendant longtemps. Entre 2012 et 2015, on était pénalisés par rapport à cause d'une prime de risque politique, et donc de l'émergence de partis anti-establishment dans notre zone. C'était vrai en France, en Italie, dans plein d'endroits du monde, même en Espagne, où vous aviez des partis en fait anti-establishment qui étaient susceptibles de prendre le pouvoir et dans ces cas-là en gros, tout balayer d'un revers de main. Ça, c'est bien sûr, ça a fait peur au reste du monde qui, pendant longtemps, a dit « j'achèterai pas d'Europe tant qu'on aura ça ». Parce que c'est trop risqué. Si ça se produit, pour le coup, ça va être défavorable. Ça a disparu notamment en 2017. En partie grâce à l'élection de Macron. Donc vraiment, la prime de risque politique en Europe, boum, elle a disparu. Après, est-ce qu'elle a disparu? Non, mais j'y viens. Est-ce que le risque politique, en fait, a disparu? La réponse est non. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ça dépend ce qu'on en fera. Donc, je reviens, en fait, ça sous-tend quoi? Alors là, vous m'avez parlé d'Italie. Moi, je vais vous parler de France. Je crois qu'en fait, c'est la France la clé, aujourd'hui, du dispositif. Pour 2 raisons. Macron est un progressiste qui veut faire des réformes et qui va faire des réformes que ses prédécesseurs n'ont pas fait pendant 30 ans. Ça, il saura faire. Il saura faire, il nous l'a démontré au préalable, il saura adapter le modèle. Après, à chaque profession d'aller s'assurer que le cabinet ministériel qui veut faire les réformes soit suffisamment éclairé pour qu'il ne prenne pas des décisions contre-productives. Mais ça, c'est à nous de nous organiser, profession par profession, pour bien s'assurer qu'ils ne fassent pas des bêtises. Parce qu'il ne faut pas surestimer la capacité des cabinets ministériels en face. 35 ans de moyenne d'âge, qui n'ont jamais bossé dans le secteur. Si vous investissez pas pour les informer au mieux, pour qu'ils prennent des décisions dans les meilleures connaissances de cause, ils ne le feront pas. Mais ça, c'est de notre responsabilité, j'ai envie de dire. Mais cette volonté de changer, de lifter, de cleaner notre modèle de développement qui n'avait pas été fait pendant 30 ans, il le fera. Donc ça, c'est bon à court terme pour notre dynamique économique. Simplement, tout à l'heure, je disais, il faut créer les conditions du succès. Ça, c'est bien pour nous. C'est bien pour la croissance française. Mais ça ne marchera que s'il a de la chance. Et la chance, c'est quoi? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Une politique budgétaire doit toujours être associée à une politique monétaire accommodante. Il faut, pour que ça réussisse, et pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de ralentissement économique associé, que les taux d'intérêt restent bas. Et c'est vraiment la clé. Et c'est le problème, et ça nous renvoie encore à une Europe bancale. C'est que ce type de politique de réforme ne peut réussir que si les conditions de financement restent très favorables pour tout le monde. Il faut qu'en gros les taux d'intérêt soient faibles. Et c'est là où, en Europe, c'est bancal. Parce que nous avons donc un besoin, on a besoin de se réformer et on sait ce que ça coûte en termes budgétaires quand on se réforme, mais on n'a pas totalement la maîtrise sur la politique monétaire. Et donc là, il y a un enjeu majeur qui aura des impacts sur aussi les actifs financiers, qui est le suivant, qui est est-ce que la France, est-ce que l'Italie sera suffisamment forte dans les relations qu'elle instaure avec l'Allemagne pour bien faire comprendre à notre partenaire que nous avons besoin aujourd'hui d'une politique monétaire qui reste accommodante pour nous réformer. Ça, c'est fondamental. Donc là aussi, il va falloir le suivre avec beaucoup d'attention. La notion de taux d'intérêt que vous évoquez, c'est vraiment fondamental. À ce stade de notre cycle, nous avons besoin de taux qui restent bas. Si les taux restent bas, tout se passera bien parce que ça permettra en fait à la dynamique économique de se poursuivre. Maintenant, ça c'est 2018-2019. Après, vous me parlez en fait de au-delà, du risque politique en général qui ne cesse d'augmenter partout dans le monde. Là, nous avons une analyse qui est assez... Il y a un vrai enjeu derrière cela. En gros, ces mouvements de ras-le-bol, Trump, c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'en Europe, c'est partout.
partout dans le monde, on le voit. Donc en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Je rappelle quand même que Merkel a eu toutes les peines du monde à trouver les moyens de faire une coalition pour reprendre le pouvoir. Voilà. En France, n'oublions pas que Macron a été élu, mais voilà, exactement, avec un nombre de voix qui est extrêmement limité. Donc attention. Derrière ça, l'enjeu majeur, il est selon nous le suivant. Il est politique dans le sens politique général. Son vrai enjeu, c'est Macron va-t-il poursuivre un phénomène qui a débuté depuis 30 à 40 ans et qui, à notre sens, est à l'origine de ces troubles. Va-t-il poursuivre une politique en fait d'hyperconcentration de la richesse et des emplois? Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très peu abordé. C'est que jusque-là, qu'est-ce qui a fait, en gros, comment a-t-on orchestré finalement notre augmentation de la richesse créée depuis 30 à 40 ans partout? Eh bien, on a concentré. On a concentré dans des métropoles qui sont devenues des hyper-métropoles. Donc on a même hyper-concentré. Et ce qui a provoqué quoi à terme? Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Et on le voit dans tous les pays. Parce que ça, c'est pas un truc français, hein. C'est partout dans le monde. Et en France, c'est peut-être même un petit peu moins encore... on le ressent encore un petit peu moins. La dislocation territoriale a ghettoisé nos territoires. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans l'ensemble des pays, en gros, des métropoles qui sont homogènes socialement. Donc, emploi qualifié, niveau de revenu élevé, pas de chômage. Zéro chômage, il n'y en a pas. Où on a concentré, en fait, les activités, les emplois, ce qui fait que c'est homogène socialement. Et le reste du territoire qui est aussi homogène socialement. Vous avez quoi? Emploi non, enfin, pas d'emploi. Donc, chômage élevé, on a fait partir, et on continue de faire partir toutes les locomotives avec du pouvoir d'achat, et ce qui fait que c'est homogène socialement, parce que c'est des gens qui sont pauvres. Et on va le dire. Donc vous avez aujourd'hui deux territoires qui s'opposent diamétralement et entre lesquels le fossé ne cesse de s'élargir. Et c'est ça en fait probablement l'enjeu majeur à venir. C'est au-delà des réformes nécessaires pour rattraper le temps perdu au cours des 30 dernières années, Macron aura-t-il la bonne idée et le courage de mettre en place des politiques de cohésion territoriale? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir qu'un objectif de création de richesse, il faut avoir un objectif de création de richesse et de bonne distribution sur le territoire pour justement recréer de la cohésion territoriale qui permettra de recréer de la cohésion sociale et de faire reculer ce risque politique qu'on voit poindre maintenant et qui ne cesse d'augmenter au cours des dernières années. C'est ça le sujet. Et donc finalement, Macron peut être une lumière. Mais pour l'instant, il fait juste le job d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise qui adapte, qui passe en gros son compte de résultat à la paille de fer pour remettre en marche un modèle de développement qu'il a hérité en fait des années 60 ou 70. Ça, c'est sa première partie, il le fera. Son enjeu majeur, c'est sera-t-il le pionnier dans le monde à comprendre qu'un enjeu majeur, c'est celui de la distribution, de la création de richesses et des emplois sur le territoire, parce que de la cohésion territoriale naîtra la cohésion sociale, seul préalable au fait de faire reculer les partis anti-establishment. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Ça pourrait être le premier à le faire. Je ne sais pas s'il le fera. Malheureusement, je conclurai peut-être par ça, malheureusement, les premiers indices qu'on a quant à sa réforme, notamment de la carte judiciaire, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un sujet assez fondamental. Non, carte judiciaire, c'est maintenant. Belloubet est en train de travailler en fait sur le sujet. En gros, qu'est-ce qu'il souhaite faire? Mais il souhaite, en gros, adapter la carte judiciaire à la carte administrative. Je vais le dire avec mes mots. Connerie sans nom. Parce qu'en réalité, vous vous poussez à faire quoi? Vous allez encore faire disparaître des entités avec des emplois qualifiés, des cours d'appel dans des territoires. Et l'emploi qualifié, le juge, l'avocat qui est là, le notaire aussi, parfois, qui est là, il ne sera plus là. Et s'il n'est plus là, en face du tribunal, vous n'aurez plus le restaurant. Le restaurant qui a des prix qui sont relativement élevés pour la région. Et donc vous faites vivre le restaurateur, ceux qui travaillent. Et vous comprenez en fait qu'on va encore un peu plus loin dans l'hyperconcentration. Et donc l'objectif majeur et premier, c'est comment on recrée des locomotives sur chacun de ces territoires qui ont été abandonnés pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu majeur à bien regarder ce qui se passe sur la carte judiciaire et la réforme de la carte judiciaire. S'il fait ou s'il va au bout de cet entêtement qui vise à recréer des États sous les États, c'est pas ça la décentralisation. Faire des régions fortes, aujourd'hui, c'est juste avoir des États au lieu d'un État. Mais ce n'est pas décentralisé. Vous n'allez pas plus loin. Donc cette volonté en fait de remonter, c'est un enjeu majeur. Et les premiers indices qu'on a, c'est qu'il a plutôt tendance à poursuivre cette hyperconcentration qu'à essayer de construire en fait un modèle plus équilibré. Mais la France, alors il peut changer.
il peut changer. Mais la France, là, a une opportunité pour les 5 ans à venir qui essaie d'être le premier pays mature à comprendre qu'on ne peut pas avoir comme seul objectif la création de richesses et la création d'emplois sans la doter en fait d'une dimension géographique et de répartition sur le territoire. Je pense que c'est ça qui fera baisser le risque politique. Parce que sinon, si vous me réinvitez dans 2 ans, je vous dirai maintenant, terminé, les banques centrales vont commencer à retirer de la liquidité parce qu'elles ne peuvent plus aller au-delà, on rentre dans un vieillissement où l'épargne va commencer à diminuer, donc tout ça n'est pas bon pour les actifs financiers, et je vous dirais probablement que le risque politique va revenir en fait sur le devant de la scène. Et dans ces cas-là, il faudra avoir des allocations beaucoup plus défensives. Voilà, mais tout ça, donc vous voyez, le diagnostic, il est le plus lucide, il peut même être sévère. Mais la question, c'est pas quoi, c'est quand. Et ça, c'est pas le moment. Donc on achète un call Pierre Sabatier pendant 2 ans et on est à 7000 points dans 2 ans quand on Surtout pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.